De quoi on va parler? On va déjà parler de la notion d'intelligence. On va essayer de faire un constat, de comprendre qu'est-ce qui se passe, le pourquoi et du comment, et d'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe de nos jours au niveau de l'humanité tout entière. Qu'est-ce qui est en train de se produire et pourquoi c'est vraiment problématique. Et dans un deuxième temps, on va essayer de trouver une solution en allant chercher en fait dans une autre forme d'intelligence que celle qu'on utilise d'habitude. Donc on va essayer de voir d'où ça vient. Comme c'est une intelligence qui est à l'œuvre dans la nature, je vais vous prendre quelques exemples au niveau des animaux. Ensuite, il y aura une partie sur les surdoués, parce que les surdoués sont, je dirais, un cas d'école qui montre bien ces deux formes d'intelligence. Donc, tant qu'à faire d'observer un truc, autant aller voir là où c'est flagrant. Puis ensuite, dans un troisième temps, on parlera vraiment des NIC, c'est-à-dire noyaux d'intelligence collectif, collectif d'ailleurs, d'essayer de comprendre un peu comment ça se passe, et on verra que tout seul, il manque quelque chose, donc ce sera dans le dernier chapitre. Voilà. Alors, donc la toute première chose, donc le constat, c'est que comme on est en train de parler des humains et qu'on parle d'intelligence, il faut poser un constat fondamental. Les humains sont stupides, mais d'une stupidité effarante. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que c'est quand même important de préciser, je ne parle pas de chaque humain est stupide, c'est pas ça que je dis. Il y a chez les humains des gens qui sont brillantissimes. Par contre, on constate que au niveau collectif, le groupe humain a un comportement complètement idiot. C'est-à-dire qu'il détruit la planète sur laquelle il bosse comme un ouf alors qu'il pourrait passer son temps à s'amuser, etc., etc. Bref, il y a globalement un comportement qui est foncièrement absurde. Et donc, la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'un groupe où on a des gens intelligents puisse avoir globalement un comportement idiot. C'est cette espèce de chose qui est curieuse. Et donc, c'est là qu'on va arriver sur le schéma un peu fondamental. Hop. Alors, je précise que le schéma, il est fait à la main un peu rapidement. Je ne me suis pas embêté à mesurer au millimètre près les mesures qu'il y a dessus. Ne prenez pas ça pour des chiffres, pour argent comptant, mais c'est vraiment l'idée qui est importante. Ça, cette courbe-là, en gros, c'est la répartition, c'est, si je peux dire, l'intelligence d'un groupe. Parce qu'on a l'habitude de parler de l'intelligence d'une personne, mais l'intelligence d'un groupe, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais. Parce que l'intelligence, c'est le propre du psychologue, et le groupe, c'est le propre du sociologue. Donc il n'y a pas vraiment de passerelle entre les deux, c'est un truc qu'on voit quasiment jamais. Donc, comment ça se lit? En gros, on va dire que j'ai une feuille avec un certain nombre d'épreuves, donc plus ou moins difficiles, que je vais donner à une personne. Cette personne, il y a des épreuves, elle va réussir, d'autres, elle va se tromper, et puis dans le temps qui est imparti, il y en a, elle n'aura pas eu le temps de les faire. À partir de ça, on va définir une espèce de barème qui donnera grosso modo l'intelligence de la personne. Alors c'est une forme d'intelligence. Bonjour, bonjour. Il n'y a pas de souci. Just in time, just in time. On aurait dû attendre un quart d'heure avec son américain, mais voilà. Donc, du coup, je ne sais plus. Oui, la notion d'intelligence, en fait, comme on dit, il existe autant de formes d'intelligence qu'il existe de psychologues qui ont inventé un test d'intelligence. Donc, la notion d'intelligence est quelque chose d'assez flou. Donc là, on va rester dans un propos qui se veut générique. Et si donc on a une personne, elle a un niveau d'intelligence, alors j'ai écrit un P comme une personne. Plutôt que d'écrire que c'est un QI de 100 ou n'importe quoi, on prend une unité qui est triviale, comme ça c'est plus simple. Si on prend deux personnes, ils vont mieux se débrouiller que s'il y a une seule personne. Parce que une chose que ne connaîtrait pas l'une, l'autre elle va trouver la solution, etc. Maintenant, les questions les plus simples, les deux personnes de toute façon savent y répondre. Les questions les plus difficiles, aucune des deux ne sait y répondre. Donc on ne va pas non plus avoir un accroissement phénoménal. On voit que pour deux personnes, le niveau d'intelligence n'est pas beaucoup plus élevé que pour une personne. Il y est plus, mais ce n'est pas phénoménal. Et puis en fait, quand on augmente le nombre de personnes, on s'aperçoit que très rapidement, ça sature. Et donc on a un maximum, grosso modo, entre 6 et 12 personnes. C'est des chiffres qui reviennent. Il n'y a pas beaucoup d'expérimentation, mais c'est à peu près les chiffres qui reviennent toujours. C'est grosso modo un maximum qu'on dépasse très peu. Et alors on constate en plus que si le groupe continue à grossir, on a même le niveau qui a tendance à baisser.
et qui baisse, et qui baisse, et qui baisse, et qui baisse, et qui arrive jusqu'à un niveau qui est vraiment très 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 bas. Et ça explique pourquoi quand on est vraiment très nombreux, ben, on a un niveau qui devient très 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 faible. Et alors la question c'est comment ça se fait qu'on obtienne cette courbe-là, c'est-à-dire comment ça se fait que cette intelligence ait tendance à, le résultat donc, du test que j'ai proposé, comment ça se fait que ça a tendance à saturer et puis à baisser. Et donc, alors je vais vous les donner dans l'ordre. Donc déjà, premier point, ce qui est important de préciser, c'est que dans ce protocole-là, on a un phénomène de groupe non fédéré. C'est-à-dire que si on prend 25 personnes, c'est comme si chacune des 25 personnes, on croise quelqu'un dans la rue, on lui dit voilà, je te donne une super boîte de chocolat si tu viens faire mon test. Le type, il est content. On lui ouvre une porte, il rentre dans une salle, et au même moment, il y a 25 autres personnes qui rentrent dans la salle. Sur la table au milieu, il y a le test. Débrouillez-vous. Donc ça va cafouiller dans tous les sens. Il y en a 5 qui vont vouloir prendre la feuille, qui sait qui écrit dessus. Le temps qu'ils se mettent d'accord, on a déjà passé les 3/4 du temps du test. Donc c'est ce qui fait que le résultat en fait sera très mauvais. Il n'y a pas d'esprit de coordination, justement cet esprit de groupe dont on va parler après. Alors je vous ai mis ici 25, alors la courbe est fausse parce que normalement elle est un petit peu plus étalée comme ça. Et c'est quand on arrive aux alentours de 25 que le groupe a sensiblement la même intelligence qu'une seule personne du groupe. Aux alentours de 25. Et au-delà, ça baisse encore plus. Donc là, vous oubliez le 17, c'est aux alentours de 25. Alors, un autre phénomène, c'est que dès qu'on est une dizaine de personnes environ, donc quand ça commence ici à s'effondrer, il y a tous les phénomènes sociaux secondaires qui se mettent en place. Alors, il y a celui qui veut se faire passer pour le gentil. Je vais t'aider, je vais machin, et puis finalement, son action à lui n'est pas forcément constructive pour le groupe, parce qu'en fait, il veut surtout se faire remarquer, et pas forcément aller dans le sens de l'objectif. On a forcément dans le lot quelqu'un qui à un moment veut prendre le pouvoir, et si on est 3 ou 4, il y en a un qui va prendre la feuille, qui va dire aux autres, on va faire comme ci, comme ça. Là, ça se passe bien. Si on est 20, ils sont 2 ou 3 à vouloir prendre la feuille, ils vont se disputer entre eux, et là, on va déjà perdre du temps, ils ne vont pas être d'accord, etc. Donc la recherche du pouvoir. Puis alors, dès qu'on arrive à une quinzaine, une vingtaine, là, c'est encore pire, c'est-à-dire que dans le groupe, on va voir apparaître ce qu'on appelle un fouteur de merde. C'est-à-dire celui qui aime donner une réponse fausse juste pour embêter les gens et voir ce qui se passe. Ça fait partie des phénomènes inexorables. Au plus le groupe est grand, au plus ce genre de perte. Quand on n'est que 5, il n'osera pas. Dès qu'on est suffisamment nombreux, ça va apparaître. Et donc tout ça accumulé fait qu'effectivement, par rapport à ce test qui était relativement simple, et là on va finir par avoir quelque chose qui s'effondre. Alors bon, on ne peut pas avoir 2000 portes qui nous permettent de rentrer sur une salle, mais si on avait 2000 personnes qui rentraient en même temps, ça serait... Oui. La salle existe, ça existe dans les forums internet. Oui, mais... Dès que les gens sont trop nombreux, il y a ce fameux Gus qui arrive et qui fout, comme on dit, la merde. Et ça s'effondre immédiatement. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc, supposons qu'on ait physiquement une pièce avec 2000 portes, il y a 2000 personnes qui déboulent en même temps avec le test tout seul sur la table. C'est tellement le bazar qu'avant qu'il y en ait un qui réponde une réponse juste sur la feuille, le temps il est imparti, donc on arrive à des niveaux qui sont vraiment très 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 bas. Alors après se pose la question des deux types de tests, parce qu'on a des tests à handicap et des tests sans handicap. Un test sans handicap, c'est si j'ai une bonne réponse, ça me donne un point, sinon j'ai 0. Et avec ces tests-là, l'intelligence a tendance à tomber vers 0. Par contre, un test à handicap, c'est par exemple, il y a 5 questions. Si on trouve la bonne réponse, on a genre 3 points, mais si on donne une mauvaise réponse, on a -1. On a des points qui sont dégressifs. Et du coup, quand le groupe devient très très nombreux, les réponses deviennent incohérentes, souvent fausses, et du coup, c'est comme si on passait la barre et qu'on passait dans le négatif. Donc on en arrive à une notion d'intelligence négative pour un groupe, ce qui est quand même assez intriguant. Et donc, une intelligence négative, ça veut dire quoi? Une intelligence, ça veut dire une aptitude à réussir quelque chose qu'on veut faire. Une intelligence négative, ça veut dire qu'on veut faire quelque chose et finalement, on fait le contraire. Et qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Tout le monde a envie de vivre en paix, tout le monde a envie de passer du temps avec sa famille, tout le monde a envie d'être plutôt relax plutôt que de bosser comme un con pour engrosser un actionnaire, etc. Bref, tout le monde a ces envies-là, et au bout du compte, la société, qu'est-ce qu'elle fait? Exactement le contraire. Les choses vont en empirant, parce qu'on est justement dans un cadre où l'intelligence de la société est passée dans le négatif.
Donc on obtient le contraire de ce qu'on essaye de faire. Alors ça, c'est quelque chose qui existe aussi chez une personne dans certains cas particuliers, c'est-à-dire si on a quelqu'un qui est extrêmement jaloux, par exemple. Hein. Quelqu'un qui est extrêmement jaloux va tellement vouloir blinder, tellement il a peur d'être trompé, finalement il va pousser son conjoint ou sa conjointe à le tromper. Ça, c'est des choses qu'on observe, mais c'est une toute petite partie de la vie de la personne, tout le reste fait que globalement elle a quand même une intelligence positive. Mais c'est des choses qui existent aussi au niveau individuel. Par contre, au niveau groupe, ça devient très développé. Ah, bonjour. 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 Installe-toi tranquillement. Donc, la raison de cette problématique donc, de notre société. Alors, ensuite, donc, on est dans le point D, donc je vais parler de dégénérescence. Donc, pour ceux qui l'ont remarqué, dégénérescence, c'est là où vous avez une faute sur le balcon. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai marqué dégénérescence. Ah, mais comme je les avais imprimés, j'ai eu la flemme de les refaire. Alors, de quoi je parle au niveau dégénérescence progressive, c'est qu'on a 3 facteurs qui vont avoir tendance à plomber la société. Hop. Ce sera celui-là. Donc le premier facteur, ben, c'est ce qu'on disait ici, c'est qu'au plus on est nombreux, au plus l'intelligence a tendance à baisser. Donc en gros, quand l'humanité est passée de 1 milliard à 7 milliards, c'est un peu comme si on était devenu beaucoup plus bête globalement. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a un deuxième aspect, et quand je parle de ça, ça peut parfois être vécu comme une forme d'eugénisme, parce qu'il y a une notion quelque part d'élitisme. C'est la question de la sélection naturelle. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la survie était liée, celui qui survivait, ben déjà, il supportait mieux le froid, le manque de nourriture, la maladie, il guérissait mieux de ses blessures, il était quand même beaucoup plus débrouillard, etc. etc. Donc, celui qui survivait le mieux et qui arrivait en âge de se reproduire, donc qui maintenait l'espèce, c'était vraiment celui qui était le plus apte. Et donc ce fonctionnement-là fait que dans la nature, au niveau des espèces, on maintient toujours une espèce vers son maximum, vers le haut, parce que les plus faibles ne se reproduisent pas. Donc on garde toujours ceux du haut du panier qui, eux, se reproduisent, etc. etc. Par contre, chez les humains, depuis qu'on a une technologie et surtout une médecine qui a vraiment évolué, tous les enfants qui viennent au monde survivent, la maman aussi, puisqu'à l'époque, il y avait souvent une mort au bout de 3 ou 4 enfants, on n'était pas sûr que la mère soit toujours là. Hein, et donc ça fait que tout le monde va survivre. Et tout le monde va survivre, et même s'il est complètement bonné, il va quand même réussir à arriver à un âge où il va pouvoir se reproduire, etc. Et ça a un effet particulier sur la courbe de répartition de l'intelligence. C'est que le maximum d'intelligence, disons les gens les plus intelligents de la société, ce maximum, il monte quasiment pas, parce que ça, c'est structurel, les neurones, etc., ne peuvent pas aller au-delà d'un maximum. Donc cette intelligence maximum, elle se maintient à peu près, ou alors elle met des millions d'années pour monter, c'est vraiment l'évolution de l'espèce, ça c'est très très long. Par contre, ce qui se produit depuis qu'effectivement il y a des progrès importants en médecine, c'est que le minimum, lui, il a tendance à baisser, et puis comme cela se reproduise, dans la répartition, il y en a qui baissent, etc., etc. Donc au cours du temps, la partie les moins intelligentes de la société, eux, sont vraiment de moins en moins intelligents. C'est cette courbe-là. Donc celle-là, elle ne peut pas monter, par contre, celle-là, elle baisse. Il y a un autre facteur qui est mis en exergue, qui est très amusant dans le film Idiocratie, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un délire sur l'humanité, puis on regarde dans 500 ans, ils sont tous devenus d'une bêtise astronomique. Et il y a en particulier la question de la reproduction. C'est-à-dire que si vous prenez un couple de personnes qui sont intelligentes, conscientes, et qui voient qu'on est dans une société où ça va très très mal, ils ne vont pas faire des enfants n'importe comment, ils vont déjà assurer au niveau professionnel pour qu'ils manquent de rien, etc., etc. Donc ça, c'est des couples qui vont faire peu d'enfants. Par contre, dans le film, on voit justement la famille qui est juste à côté, alors ils l'ont fait complètement dégénéré, un peu neuneux, et surtout, si vous me passez l'expression, ils baissent comme des castors. Et donc, le temps que l'arbre généalogique augmente d'une seule personne chez la famille, on va dire surdouée,
chez la famille Bécasse, et l'arbre généalogique, il part de partout, il y a 32 avec une génération, il y a même des petits-enfants, enfin bref. Ce passage, il est très drôle dans le film. Bon, donc c'est surtout retenir l'idée que les personnes les plus conscientes vont faire très attention, ne vont pas se reproduire n'importe comment, vont pas avoir 12 enfants parce qu'ils ne pourraient pas s'en occuper, enfin, etc., etc. Alors que quand l'intelligence baisse, c'est quelque chose qui est de moins en moins pris en compte, et donc on se reproduit de plus en plus. Et ça, c'est la partie orange, c'est-à-dire que quand on est plutôt loin, on a une répartition à peu près uniforme entre le maximum et le minimum. Il y a à peu près autant de personnes dans chaque tranche. Bon, c'est un peu une gaussienne, mais c'est à peu près. Par contre, au fur et à mesure, le phénomène, justement, comme ceux-là se reproduisent très peu et ceux-là se reproduisent beaucoup plus, on va avoir un phénomène de concentration de plus en plus important, à tel point qu'on va avoir la moitié des populations qui est genre dans la partie noire et la moitié qui se répartit sur tout le reste. Donc ça fait que quand on s'intéresse à l'intelligence moyenne du groupe, là elle est à peu près au milieu, et puis au fur et à mesure du temps, elle dégringole, et aujourd'hui l'intelligence moyenne elle est entièrement là. Donc ça signifie que non seulement on est de plus en plus nombreux, mais en plus on a ce phénomène-là qui vient se cumuler, donc les deux qui viennent s'additionner, qui s'amplifient l'un l'autre. Donc ça veut dire vraiment que l'intelligence au niveau du groupe humain s'effondre, mais littéralement, je pense qu'on doit pouvoir dire qu'elle a été divisée par 100. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est effondré. Et ça nous amène donc à ce point-là, c'est-à-dire complexification. On a aujourd'hui des systèmes qui sont de plus en plus compliqués. Si on prend Internet, par exemple, mettons qu'il y ait une entreprise, mettons qu'on va parler de voitures. Supposons qu'un pays veuille aider une société qui fait des voitures, qui a du mal à les vendre, je ne sais pas. Donc elle va faire une loi dans ce sens. Mais ça veut dire que les autres sociétés qui font des voitures dans les autres pays vont modifier leur prix de vente, ça veut dire qu'il y a des actionnaires qui vont investir, ça veut dire, etc., etc. Il y a toute une chaîne de réactions mondiales qui est en place, à tel point que la loi qu'a fait ce pays pour résoudre un problème, finalement, elle risque d'amplifier le problème plutôt que de le résoudre. Ça va avoir un effet opposé à ce qu'on avait imaginé. Ça parce que le système global est devenu extrêmement complexe. Avec vraiment la mondialisation, on est arrivé à des niveaux de complexité très importants. Avant, quand on était dans le village, on était 40. Le problème, on était 40 à le résoudre, c'était réglé, il n'y avait pas d'intervention avec le village voisin, c'était beaucoup plus simple. Donc, la complexification. Un autre aspect, qui est lié d'ailleurs, c'est l'accélération. C'est-à-dire que le temps entre une action et une action qui va en découler est de plus en plus court. Alors c'est vrai par exemple pour les ordres de bourse où ça se joue à des millions de fois par seconde, c'est des trucs de ouf. Mais c'est vrai aussi au niveau de l'individu. Je m'en suis rendu compte, moi, il y a 2-3 jours. C'est-à-dire qu'avant, quand je me connectais sur Internet, c'était petit modem Wanadoo, là, et largement le temps d'aller se faire un café, mais limite le temps d'aller le torréfier, parce que bon, on revenait 8 minutes plus tard, la page était affichée, tranquille. Là, il n'y a pas longtemps, je voulais regarder la météo, j'ai cliqué sur le lien de la météo, 3-4 secondes après, j'avais toujours pas la page, je me suis dit, pas possible, ça rame, ça avance pas. Et, voilà. Et donc, ça illustre comment nous, individus, on est devenus de plus en plus pressés, on ne se donne plus de temps, on est impatient, voilà, donc cette notion d'accélération. Et alors, ce chapitre, il résume beaucoup de choses parce qu'on comprend pourquoi le monde va aussi mal. C'est que d'un côté, les problèmes sont de plus en plus complexes, ça monte. D'un autre côté, la société est de plus en plus bête, ça baisse. Et en plus, pour résoudre ces problèmes-là, on a de moins en moins de temps. Donc tout ça cumulé fait qu'à un moment, on n'arrive plus à résoudre les problèmes. Donc la société, aujourd'hui, arrive à un stade, depuis même quelques années, où elle est dépassée par les problèmes qu'elle a générés. Elle ne sait plus gérer ses propres problèmes. On est arrivé à une saturation. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de début de dégénérescence, le terme que j'ai utilisé, parce que justement, on n'avance plus. Alors si on arrête la conférence ici, on peut aller tous se flinguer, parce que c'est déprimant au possible. Donc on va essayer plutôt de trouver une solution, et cette solution, elle est basée justement sur cette notion de 2 types d'intelligence différentes. Celle qu'on utilise d'habitude, donc l'intelligence rationnelle, et une autre qu'on a en nous, mais qu'on n'utilise pas, qu'on a tendance justement à occulter, et qui nous vient du fait qu'on est des animaux, qu'on fait partie de la planète Terre, donc une intelligence, j'allais dire naturelle, une intelligence que je surnomme généralement animale.
Alors, d'où viennent ces deux intelligences? Pourquoi est-ce qu'il y a deux intelligences différentes chez les... Est-ce que c'est tout de suite que je vous la fasse ou c'est après? Que je ne mette pas la fiche trop tôt. Ah oui, donc d'où viennent ces deux intelligences? Je vous ai marqué le site internet, puisque j'ai fait une conférence sur le sujet, deux d'ailleurs, qui tout cumulé ont duré un peu plus de 3h30, et donc je vous ai marqué sur le papier le site internet, comme ça si vous voulez l'avoir. Voilà. C'est pour ça que j'ai distribué les feuilles aussi. Et voilà, donc bon, je vais d'abord parler, avant de vous passer le montage schéma, je vais d'abord vous parler de l'intelligence animale. Et l'intelligence animale, déjà, comment ça fonctionne? Alors pour saisir l'idée, on va imaginer un petit lapin qui est en train de courir, hein, il est dans la forêt, et il est en train de courir parce qu'il y a un loup qui lui court derrière et qui a envie de le manger. Jusque-là, standard. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête du lapin? Il est là, donc il n'a pas déjà le temps, penseur de Rodin, se poser, alors par là, ça pourrait être bien. Non, ça y est, il est dans l'urgence, et donc il voit qu'il y a un chemin ici, il y a ceci, il peut passer sur cette branche, donc il a 4 ou 5 possibilités. Et pour chacune de 4 ou 5 possibilités, il voit qu'est-ce que ça peut donner derrière, parce qu'il connaît le terrain, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une intelligence arborescente, c'est-à-dire qu'il va investiguer toutes les possibilités de manière simultanée. Parfois on parle aussi d'intelligence multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il va vraiment envisager tout en parallèle pour trouver la meilleure solution de se sauver. Il ne va pas les passer les uns après les autres. C'est vraiment, l'intelligence animale repose sur ce principe-là, donc quelque chose qui est vraiment transversal. Et alors, pour illustrer cette intelligence des animaux, parce qu'on a souvent tendance à croire que les animaux ne sont pas très intelligents, donc je vous ai pris quelques exemples, ça ce sera le point B. Il y a même des gens qui considèrent que si on n'a pas de langage, on ne peut pas avoir d'intelligence, qui n'envisagent l'intelligence uniquement qu'à travers un système langagier, linguistique. Alors non, le premier, donc c'est des tests qui sont faits de manière différente. Alors on pourrait parler pendant 5-6 heures de l'intelligence animale, c'est très 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 vaste. Le premier exemple, c'est quelque chose qui est fait au milieu de la forêt, donc qui est assez loin de la ville, donc c'est des animaux qui ne sont pas habitués plus que ça à l'humain. Ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite boîte en plastique, donc une boîte qui est fermée, et dedans on met une friandise, quelque chose que les oiseaux adorent, et de l'autre côté on fait un trou, ce qui fait que l'animal ne peut de toute façon pas aller le chercher. Et puis bon, on pose ça, puis il y a une caméra et on voit ce qui se passe. Donc l'oiseau il arrive, il regarde et généralement il a tout de suite compris qu'il ne pouvait pas aller le chercher. Il n'est même pas en train d'essayer, il a très bien compris qu'il ne pouvait pas. Et alors c'est très amusant parce qu'on voit l'oiseau qui tourne autour, qui regarde cette boîte, puis qui à un moment s'envole, revient quelques secondes après avec une brindille, et puis on voit qu'il regarde la boîte, il regarde sa brindille, et puis il la coupe à 2 endroits, enfin il la plie à 2 endroits bien particuliers, il la glisse dans le trou, hop, ça lui permet d'aller récupérer cette friandise qui lui fait plaisir, il la prend, puis après on ne le voit plus. Donc ça veut dire que cet oiseau, alors que personne ne lui a appris, de lui-même, il a eu l'idée d'aller façonner un outil, puisqu'il ne prend pas juste un bout de bois, il le coupe au bon endroit, de façonner un outil pour obtenir quelque chose qui lui fait envie. Donc ça montre déjà, et c'est un volatile, hein, c'est un oiseau, c'est pas encore ni un primate, ni un mammifère, ni etc. Donc ce point-là. Ensuite le dauphin, j'aime bien le dauphin, surtout sa manière de communiquer. Le dauphin, il a une espèce de sonar, de radar, c'est-à-dire qu'il est dans l'océan, puis il passe devant une caverne, donc un trou qui donnera sans doute quelque chose, et plutôt que de descendre dedans pour l'explorer, il vient dedans et il pousse un cri, un ah, et du coup le cri rebondit sur les parois, etc. Il écoute, et grâce à ça, il a une vision tridimensionnelle de tout le parcours, les boyaux, les grottes à l'intérieur, etc. Vraiment une vision tridimensionnelle, et ceci en vraiment une demi-seconde à 1 seconde. C'est quelque chose de très rapide. Donc, déjà, cette aptitude de radar qui est quand même assez perfectionnée. Mais ensuite, il va s'en aller, et il va rencontrer un autre dauphin, et il a envie de lui expliquer ça. Donc, il repousse le premier cri qu'il avait poussé, là, le « ah » qui pousse devant l'entrée, et ensuite, il imite le bruit qu'a fait la grotte quand elle a répondu. Et il l'imite suffisamment bien, pourtant c'est pas le même son, mais il l'imite suffisamment bien pour que l'autre dauphin ait lui aussi une vision tridimensionnelle, mais au millimètre près, hein, d'un truc qui peut faire des centaines de mètres.
Nous, il nous faudrait une encyclopédie en 80, voire en 800 pages pour tout décrire. Eux, en une demi-seconde, ils ont passé toute l'information. Donc là, il y a aussi une intelligence qui est très très développée, mais pareil, qui est toujours une intelligence globale, qui n'est pas une intelligence segmentée comme la partie rationnelle. Alors sinon, donc, au niveau langagier à proprement parler, les chiens, les chats, les lapins, la plupart des animaux domestiques ont un niveau de compréhension d'un enfant de 4-5 ans. C'est-à-dire, si on lui dit « demain, il y a un tel qui va venir » et que un tel il est un peu agressif, le chat il est caché sous le lit 3 heures avant que le gars il arrive parce qu'il sait très bien ce que ça veut dire. Ils comprennent très très bien ce qu'on leur explique, tout à fait. En fait, ils ont une aire dans le cerveau qui sert à reconnaître des dizaines de milliers de sons dans la nature, et dans un appartement, ils identifient les sons qui sont les mots qu'on utilise. Alors, ah oui, il y a aussi une expérience donc, avec un perroquet, donc je l'ai fait très rapidement, c'est juste pour illustrer. Ce perroquet, donc, il était très joueur, comme souvent les perroquets, donc ce sont des animaux très intelligents. Et son maître a mis en place un jeu avec lui, c'est-à-dire qu'il a dessiné des petites formes en bois, donc plates, des formes qui pouvaient être carrées, rondes, triangulaires, en forme d'étoile, etc. Et il a peint ces formes en rouge, en bleu, en vert, etc. Et donc, il met un certain nombre de formes dans un plateau, il les présente au perroquet, lui dit, voilà, combien il y a de carrés. Alors, le perroquet, il regarde, puis il dit 5. Effectivement, il y a 5 carrés. Après, il lui demande combien il y a de pièces rouges. Il regarde, puis il dit 3, effectivement, il y en a 3 qui sont rouges. Puis après, il lui dit combien y a-t-il de triangles jaunes. Et il regarde et il sait compter. C'est-à-dire qu'il a très bien compris les deux concepts, qu'il est capable de les mettre ensemble et qu'il a aussi très bien compris qu'est-ce que c'était qu'un nombre. Et on peut aussi prendre un truc et là il dit ça c'est un rond rouge. Il a vraiment tout à fait compris le sens des mots qu'il utilise. Il n'y a aucun doute possible. Et en plus généralement l'oiseau il adore, ça l'amuse beaucoup ce genre de jeu-là. Et sinon donc le dernier exemple que je prends au niveau donc, animal, c'est à propos d'un petit singe. Ses parents étaient morts dans la nature, donc il a été récupéré par une dame qui l'a éduqué un peu comme son petit enfant et qui lui a appris le langage par signes pour pouvoir communiquer avec lui. Donc ce petit singe connaissait environ 250 mots, il savait faire des phrases, etc. Sachant qu'un jeune de banlieue connaît environ 200 mots. Donc notre petit singe parlait mieux qu'un jeune de banlieue. Non mais, je veux dire, c'est par rapport à Ahmed Capello, il était loin, on est d'accord, mais il avait quand même un langage assez élaboré. Et à un moment, en se baladant avec sa maîtresse dans la nature, il croise un cygne, majestueux, qui était là devant eux, et il veut décrire à sa maîtresse ce cygne. Mais c'est un mot qu'il ne connaissait pas. Et donc, de lui-même, alors que personne ne lui avait jamais montré ça, il va associer deux mots l'un après l'autre, vraiment en faisant la forme du premier, puis en glissant vers le signe du deuxième. Vraiment pour montrer que les deux mots sont attachés. Et il a fabriqué le mot oiseau-lac. Car le cygne, c'est l'oiseau qui vit sur le lac. Donc ça veut dire qu'il a très bien compris qu'est-ce que c'était qu'un cygne, qu'est-ce que c'était qu'un oiseau, etc., etc. Donc ça montre qu'il y a une véritable compréhension, même si on est dans un phénomène de type complètement animal. Voilà, ça c'est simplement pour illustrer que chez les animaux, il y a une véritable intelligence, même si elle ne fonctionne pas du tout à la manière de celle qu'on a à nous, donc l'intelligence rationnelle. Alors maintenant, je vais passer donc au point C sur les surdoués. Alors j'ai marqué 2 plus 1 type de surdoué, parce qu'on en a 3, mais le troisième type est un peu hors norme. Ça fait 3-4 ans que j'ai remarqué qu'il existait, c'est assez récent. C'est ce que j'appelle les surdoués pathologiques. Parce qu'en fait, c'est des gens qui, probablement dans leur prime enfance, ont eu des problèmes affectifs, et les circuits affectifs dans le cerveau ne se sont pas connectés, ils ne se sont pas branchés, et là-dessus, les circuits relationnels qui se connectent même sur les circuits affectifs n'ont pas pu exister. Donc il y a toute une part du cerveau qui n'était pas utilisée, et ça fait que vers l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, quand l'intellect commence à se développer, il y a une zone beaucoup plus importante dans le cerveau, ce qui fait qu'ils vont avoir un intellect beaucoup plus important. Sauf que ces surdoués-là, c'est vraiment des handicapés sociaux, c'est-à-dire qu'au niveau relationnel, c'est une catastrophe. Un peu comme certains autistes. D'ailleurs, on a des autistes qui sont surdoués. Donc ceux-là, je ne les prends pas en compte parce qu'ils sont vraiment très minoritaires. Mais sinon, on a vraiment 2 grandes catégories de surdoués. Et c'est un peu le dessin que j'avais fait là. Hop. Donc d'où est-ce qu'ils viennent
on revient à d'où viennent ces deux intelligences. Hop. Ces deux intelligences viennent en fait d'une période où l'humanité apparaît. Hein, c'est vraiment le lien que je vous ai envoyé. C'est-à-dire que on a plein de singes qui vont descendre dans l'eau, théorie du primate aquatique, je ne vous fais pas toute la conf. Et à un moment, donc, on va avoir une trentaine d'espèces bipèdes qui se développent. Et parmi ces espèces, il y en a une qui est l'homme de Cro-Magnon et une qui est l'homme de Néandertal. Alors, homme de Cro-Magnon, il y a des gens qui n'utilisent plus ce terme, qui parlent d'Homo sapiens, qui parlent d'Homo erectus, d'Homo machin, d'Homo... moi, je n'utilise pas cette dénomination, je parle de l'homme de Cro-Magnon, chacun ça. Et l'homme de Cro-Magnon, lui, avait pour spécificité de descendre d'un singe qui était extrêmement peureux. Et donc, il va avoir tendance, par sécurité, à s'enfermer dans la grotte. Et quand il s'enferme dans la grotte, il va développer un monde totalement virtuel. C'est-à-dire qu'au début, il est en sécurité et il est content, mais très rapidement, il va manquer de stimulation. Parce que il n'y a plus toutes les stimulations. Dans la grotte, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vie. On est complètement coupé du reste du monde. Et du coup, comme il s'ennuie, il va commencer à fabriquer du virtuel, et c'est là qu'apparaît la notion de représentation. C'est-à-dire qu'il va être capable de penser à un objet alors que l'objet n'est pas devant lui. Une espèce de second degré. Et à force de fonctionner comme ça, il va même être capable, alors qu'il y a un objet, genre cette chaise qui est devant moi, dans mon cerveau, il y a la chaise qui arrive, qui refabrique un dessin, et c'est le dessin ensuite qui est perçu. On a quelque chose qui se fait en deux temps, justement parce que ce fonctionnement de représentation nous a un peu coupé de la perception directe. Donc ça, c'est l'homme de Cro-Magnon. Et comme il avait peur de ne pas avoir assez à manger, il a fini par zigouiller tous ses collègues bipèdes. Celui qui a tenu le plus longtemps, c'est Néandertal, mais qui a fini par être éradiqué aussi. Mais comme ils étaient compatibles génétiquement, ils se sont mélangés. Et donc, nous avons, nous, à l'intérieur de nos propres gènes, ça, il y a des expériences assez pointues qui sont là-dessus, environ 97% qui nous vient de Cro-Magnon, et environ 3% qui nous vient de Néandertal. Donc si je dis d'une manière vraiment simpliste, si je pense en personne, on en a 3 qui vont fonctionner plutôt que le Néandertal et 97 qui vont fonctionner plutôt que le Cro-Magnon. Le fait est que Néandertal était monumentalement plus intelligent que Cro-Magnon, mais c'est vraiment incommensurable. C'est-à-dire qu'une mesure de l'intelligence qui est assez objective, c'est le rapport poids du cerveau sur poids du corps. Parce qu'en fait, le poids du corps détermine le poids des muscles, le poids des muscles détermine la quantité d'influx nerveux, qui détermine la taille des neurones. Et donc, quand on fait cette espèce de rapport du poids du cerveau sur le poids du corps, on en arrive plus ou moins à un certain nombre de neurones. C'est encore simplifié ce que je vous dis, mais il y a une corrélation qui est très forte et qui d'ailleurs correspond, d'ailleurs les mesures qui sont faites, collent assez bien avec les observations. Et l'autre mesure, c'est la notion de nombre de circonvolutions, parce que le cerveau laisse une empreinte dans le crâne, et cette empreinte permet de compter les circonvolutions. Le principe donc des circonvolutions, c'est que si on prend vraiment l'évolution, au début on a un cerveau qui est tout rikiki, puis il y a une zone qui va être utilisée, donc qui se développe, qui fait comme un bourrelet, puis à l'intérieur il y a encore une zone, etc. etc. Et c'est comme ça que peu à peu l'encéphale se développe. Et donc au plus il est strié, au plus il est mélangé, donc au plus il y a de circonvolutions, et au plus il y a de strates d'évolution. D'ailleurs, quand on fait d'un côté le nombre de circonvolutions et de l'autre côté rapport poids du corps, rapport du poids du cerveau sur le poids du corps, on a de très fortes corrélations, donc c'est deux mesures qui sont généralement assez proches. Et ça montre que Néandertal est beaucoup plus intelligent que Cro-Magnon. C'est vraiment, il n'y a pas de doute possible. Par contre, il n'est pas combatif, donc il sait quand même laisser exterminer parce que il voit quelqu'un, c'est son frère, il n'imagine pas que dès qu'il a le dos tourné, il va se prendre un poignard entre les omoplates. Voilà. Et donc, naïf, tout à fait, une forme de candeur, absolument. Et donc, ça fait que si on fait passer un test de QI pour le coup, donc les tests pour savoir si quelqu'un est surdoué ou pas, qui est donc le seuil actuel, on va avoir environ un Néandertal sur 3 qui réussit ce test, donc qui est surdoué. Alors que chez les Cro-Magnons, on va avoir à peine une personne sur 100 environ. Ça fait que 1% de 97%, ça fait environ 1% de la population.
alors qu'un tiers de 3%, ça fait environ 1% de la population. Alors, ces chiffres ne sont pas exacts, je les ai arrangés pour que ça soit plus simple, je les ai un peu... mais grosso modo, c'est l'idée. Et donc ça fait que quand on observe des surdoués, on en a grosso modo la moitié qui sont Cro-Magnons et l'autre moitié qui sont Néandertal. Donc c'est pas du tout la même proportion que dans la société. Et ça donne donc 2%, et 2% c'est le seuil qui correspond à être surdoué ou pas. Comment peut-on faire la mesure, cette mesure-là, sur Néandertal? Ah oui. C'est des gens qui existent aujourd'hui. Il existe Néandertal? Bien sûr, 3% de la population. C'est génétique, on a hérité de ça. Et donc, je parle de ça parce que dans les associations à QI élevé, j'en ai connu plusieurs et j'étais d'ailleurs dans l'une d'entre elles, c'est comme ça que Raphaël est là. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment deux catégories de personnes. Et c'est pour ça que je dis que c'est environ 1%, parce que ça c'est ce que j'observe dans ces associations. On a sensiblement moitié-moitié. Alors ça peut être 40-60, je n'ai pas mesuré en détail, mais c'est grosso modo moitié-moitié. Et c'est pour ça que je parle des surdoués, parce qu'ils sont vraiment assez révélateurs de ces deux types de comportements. Mais en quoi on distingue les deux types? Justement, ça vient après. Voilà, je vais les venir ici. Ils ont dû se mélanger. Voilà. Ils étaient interfécondables. Mais ils sont un peu tous, de toute façon, ils sont rentrés de la même manière dans le monde. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Et ceux qui font partie du reste, alors ils sont quoi? Jean, il était où? Voilà, donc en gros, il y en a moitié-moitié, et il y a vraiment deux tempéraments très différents. C'est-à-dire que chez les Cro-Magnons, en fait, on va observer un fonctionnement qui est assez proche que celui qu'on observe dans la population. Il y a un certain ego, il y a une certaine manière de réfléchir qui est d'ailleurs plutôt linéaire, etc., etc. Donc on observe quelque chose qui est très proche des gens, donc de monsieur, madame, tout le monde, sauf que c'est un peu comme un ordinateur qu'on aurait boosté, il a plus de mémoire, son processeur va plus vite, etc. Donc il arrive plus facilement et plus rapidement au résultat, mais son fonctionnement cérébral est très similaire. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont vraiment cette intelligence plus intuitive, qui ont un mode de fonctionnement qui la plupart du temps échappe complètement au psychologue, souvent. Parce qu'ils ont justement cette intelligence arborescente dont je parlais tout à l'heure, une manière totalement autre. Et une des manières de vraiment faire la différence entre les deux, c'est on pose un problème, la personne répond, elle a la bonne réponse, et si vous êtes du côté Cro-Magnon, la personne a la bonne réponse parce qu'elle réfléchit en parlant dans sa tête. Donc quand on lui demande d'expliquer pourquoi, elle peut toujours expliquer puisqu'il suffit qu'elle reproduise verbalement ce qu'elle a pensé dans sa tête. Par contre, l'autre, celui qui est plutôt Néandertal, qui a fonctionné comme le lapin, c'est-à-dire qui a tout vu simultanément et qui voit que la bonne solution c'est par là, si on lui demande d'expliquer, le plus souvent il en est totalement incapable parce que pour lui c'est tellement évident, c'est un peu comme si je demande d'expliquer que le verre il est sur la table. Bah oui, il est sur la table, il n'y a rien à expliquer. Pour lui c'est vraiment évident. Et donc la deuxième partie souvent a beaucoup de mal à expliquer pourquoi ils ont choisi une réponse plutôt qu'une autre, alors que il n'y a aucun doute possible pour eux que c'est celle-là la bonne réponse. Là, on voit vraiment comment les deux intelligences... Le Néandertal, il est rationnel. Bah non, c'est Cro-Magnon qui est rationnel. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, le rationnel, c'est basé justement sur le raisonnement verbal. Le rationnel... Le Néandertal, il est irrationnel. Il est, on peut dire, irrationnel. Il est vision globale, intuitive, intelligence animale. Voilà. C'est ce que Pascal appelait l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Probablement. On dit aussi que les femmes sont plus intuitives et les hommes plus rationnels. Donc les femmes seraient plus néandertales et les hommes plus C'est encore Vous allez vous faire un bonne phénomène dont je parle dans la conférence, c'est que la différenciation homme-femme est très très forte chez Cro-Magnon, justement parce que la femme était dans la grotte, elle ne sortait pas. L'idée c'était que la survie de l'espèce dépend de la survie des femelles. Parce qu'un mâle et 10 femelles, ça fait 10 petits, alors que... Voilà. Donc les femelles étaient dans la grotte et elles ne sortaient pas du tout, alors que les mâles, ils étaient à l'extérieur. Et là, il y a vraiment une différenciation physiologique, hein, je veux dire à 50 mètres, on voit la différence entre un homme et une femme. Chez Néandertal, ils étaient tous dehors, et donc la différence physiologique entre un homme et une femme Néandertal est assez faible,
Les hommes sont très sensibles, les femmes sont très volontaires, et on trouve le côté masculin et féminin très développé chez les Néandertals, hommes comme femmes. Par contre, chez les Cro-Magnons, il y a vraiment une différenciation qui s'est créée et qui existe toujours. D'ailleurs, s'il y a certains pays qui considèrent que la femme, sa place c'est à la maison, qu'elle ne doit pas sortir, etc., c'est un souvenir de cette période dans la grotte. Je ne dis pas qu'ils ont raison, hein, mais ça vient d'un souvenir de cette période. Mais toute personne a un cerveau droit qui est plutôt intuitif et un cerveau gauche qui est plutôt rationnel. Le cerveau droit, c'est le siège de la parole, de la musique, pardon, et le cerveau gauche, c'est le siège de la parole. Mais tout ça, toute personne a les deux en tout fait. ça, c'est quand même du Cro-Magnon. Voilà. Dans les deux cas, c'est quand même du Cro-Magnon, parce qu'il y en a un qui est plus le circuit affectif émotionnel et l'autre qui est plus le circuit rationnel. Mais dans les deux cas, c'est du Cro-Magnon. Chez les Néandertals, on a très peu de différence entre hommes et femmes. Les deux lobes sont très développés. Alors, ma question, parce que bon, maintenant j'ai compris comment on distingue les deux types, mais en quoi on peut les rattacher à Cro-Magnon et Néandertal? Ça c'est arbitraire finalement. De par justement quels sont après, quels sont les éléments l'analyse génétique, je ne vais pas te résumer 3h30 de conf en 3 minutes et demie, parce que c'est difficile à faire. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Après, tant qu'on n'a pas la machine à remonter dans le temps, on ne peut pas avoir de certitude absolue. Ça reste une théorie que je propose, que j'étaye. Non, mais l'analyse génétique, c'est une machine à remonter dans le temps. Parce qu'on connaît les différences de gènes entre Néandertal et Cro-Magnon, elles sont très légères, c'est presque rien. Certes, Mais par l'analyse génétique, on peut savoir si quelqu'un est plutôt d'ailleurs, Néandertal. sur le lien que vous avez, j'envoie aussi sur le lien que vous avez sur les feuilles, j'envoie aussi sur un lien Wikipédia où justement il y a cette différenciation du génome. Voilà, donc deux types de fonctionnement, et maintenant on va parler plutôt de leur personnalité. Hein, donc entre ce que je surnomme Néandertal et Cro-Magnon, bien sûr c'est un petit peu arbitraire, mais pas non plus. Donc il y a donc chez ceux qui sont plutôt Néandertal souvent un sentiment d'être différent, d'être incompris par les autres. Souvent ils sont vus comme étant bizarres parce qu'ils ont des raisonnements absurdes, mais qui donnent le bon résultat. Donc ça c'est pas toujours très bien vu. Par contre, au niveau humain, il y a quelque chose qui est très important, c'est que c'est des gens qui sont très très curieux. Il y a cette espèce de curiosité qui est chevillée, le moindre truc qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'avaient jamais vu, tout de suite, paf, il y a cette espèce d'enthousiasme, alors que chez les surdoués, plutôt Cro-Magnon, on va avoir des gens qui sont experts dans un ou deux domaines, genre l'histoire de France, le gars il est incollable, mais alors c'est une bibliothèque sur pattes. Par contre, tout le reste, ça ne l'intéresse pas. Chez les Néandertals, par contre, on a vraiment une curiosité transversale, c'est des touches à tout. Et ça, vraiment, dans l'assaut où j'étais, c'était l'un ou l'autre, c'était assez flagrant. C'est des gens aussi qui ont une empathie extrêmement développée. Vous êtes assis à côté de quelqu'un à tendance néandertale, vous êtes énervé, il sent cet énervement et il se demande pourquoi il est en colère. C'est des gens qui sont très 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 réceptifs. Il y a vraiment quelque chose de très très important, alors que Cro-Magnon, lui, quand il était dans sa grotte, il a eu besoin de se différencier des autres, et c'est pour ça qu'il a créé l'ego. Moi je suis celui qui chasse, moi je suis le rabatteur, moi je suis celui... Et donc il y a cette espèce de différenciation qui crée le moi, et qui crée donc une séparation. Cette séparation, on la retrouve d'ailleurs dans le type d'intelligence qui est le rationnel, puisque le principe du rationnel, c'est de couper en rondelles et d'observer chaque rondelle les unes après les autres, et ensuite d'essayer de les mettre côte à côte pour voir ce qui se passe. Mais dès qu'il y a un phénomène d'émergence, c'est-à-dire que le tout dépasse la somme des parties, l'intelligence rationnelle est incapable d'aller plus loin. Alors que justement, l'intelligence animale, elle englobe tous les possibles. C'est vraiment une vision globale. Hein. Et dans une société comme la nôtre, si on n'a pas une vision globale, on est sûr de rater plein de choses. Hein. Donc, l'empathie, la notion de partage, c'est une valeur qu'on va trouver chez les Néandertals, qui est liée de toute façon à l'empathie. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'a fait Anne tout à l'heure. Il y a des papiers à plier, ça ne lui vient même pas l'idée de regarder quelqu'un plier les papiers sans rien faire. Il y a ce partage qui est là, qui est présent. Et c'est quelque chose qu'on a énormément dans certains groupes et moins dans d'autres. Je prends cet exemple parce qu'il était là, mais voilà. Donc la notion de partage qui est très développée. Il y a aussi quelque chose qui est très très important chez Néandertal et généralement beaucoup moins chez Cro-Magnon, c'est donner du sens. Donner du sens à ce qu'on fait. De faire quelque chose juste pour gagner de l'argent,
Limite, on n'en a rien à foutre si on fabrique des bombes. Ça, pour un Néandertal, c'est pas pensable. C'est même pas envisageable. Il faut que ça ait du sens, il faut que ça ait une cohérence globale. Alors que chez Cro-Magnon, c'est généralement assez secondaire. C'est quelque chose qui est très très important donc, entre les deux. Il y a aussi une notion qui est intéressante, qui n'est pas indispensable pour la conf, mais je la cite quand même, c'est cette notion d'ennui. C'est-à-dire qu'on a certains surdoués qui sont hyperactifs, qui sont capables d'être en train de faire 3 trucs en même temps, ça n'arrête pas, et en même temps, ils s'ennuient. Comment est-ce qu'on peut s'ennuyer en faisant autant? Parce qu'en fait, justement, ça manque de sens, ça manque de quelque chose, et c'est des gens qui ne sont jamais autant heureux que quand ils s'investissent dans une vraie cause où on veut vraiment avoir un résultat constructif. Et là, ils ne s'ennuient plus. Donc l'ennui ne vient pas de l'inactivité, mais vient justement d'un manque de sens. Hein. C'est quelque chose qui est très important. Alors comme je disais, par contre, de l'autre côté, on a Cro-Magnon. Cro-Magnon, lui, fonctionne, donc je disais, un peu comme les autres, mais plus vite et plus fort, mais c'est le même fonctionnement cérébral, en fait. Donc des notions de pouvoir, des notions d'ego. Le savoir est quelque chose de très important chez Cro-Magnon. Alors que chez Néandertal, c'est plus comprendre comment ça se passe, mais c'est gratuit. Alors que chez Cro-Magnon, il y a une notion de thésauriser, et donc le savoir joue un rôle très très important chez lui. Avoir raison, ça rejoint l'ego. Et il y a aussi effectivement un élément qui est très important et qui différencie grandement les deux, c'est que chez Cro-Magnon, il n'existe qu'une seule vérité. Il ne peut pas exister deux vérités différentes. C'est pas concevable. Du point de vue rationnel, c'est exclusif. Si c'est vrai, ça ne peut pas être faux. Alors que Néandertal, lui, dans son approche globale, il envisage tous les possibles. Et du coup, son avis est un avis parmi des avis, et il n'y a même pas cette idée d'avoir raison ou d'avoir tort. Il y a « j'ai une opinion ». Alors que chez Cro-Magnon, soit c'est moi qui ai raison, soit toi, mais de toute façon, il est probable que c'est moi qui ai raison, donc tu as forcément tort. L'idée qu'il puisse y avoir plusieurs avis justes sur le réel échappe complètement à Cro-Magnon. Alors que chez Néandertal, il est implicite. Là, on commence vraiment à voir les différences entre ces deux formes d'intelligence. L'intelligence rationnelle, donc il y a un côté exclusif, et l'intelligence plutôt globale. D'ailleurs, pourquoi cette courbe-là, elle existe, c'est que dans l'intelligence rationnelle, on a un phénomène de segmentation. On coupe en rondelles, comme je disais. Et à partir du moment où le principe c'est de découper, comment est-ce qu'on pourrait globaliser des gens pour les faire travailler ensemble? Cette intelligence n'est pas du tout prévue pour aller vers une globalisation, contrairement à l'intelligence animale. Et oui, donc sinon au niveau des deux intelligences, on a aussi la notion très importante de créativité. Alors ça, c'est des tests qui ont été faits entre autres en informatique. On s'est dit, maintenant qu'on a de l'intelligence artificielle, les ordinateurs vont nous fabriquer tous les théorèmes de mathématiques possibles. Ça va mouliner et ça va tout nous sortir, on n'a plus à bosser, c'est cool. Et donc ils ont commencé par l'arithmétique. L'arithmétique, c'est uniquement les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Les nombres premiers, bref, c'est une partie quand même, je ne vais pas dire simple, mais plus fondamentale des mathématiques. Et donc, on a des théorèmes, par exemple, certains théorèmes de Fermat, qui étaient vraiment un génie de l'arithmétique. Et on s'est dit, bah, on va rentrer tout ce qu'on connaît sur les nombres dans l'ordinateur, il va mélanger toutes ces infos par un noyau d'intelligence artificielle, et donc il va nous trouver tous les théorèmes. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, pourtant les théorèmes, ils sont assez simples. Pourquoi? Bah parce que pour réussir à démontrer ces théorèmes, il faut avoir une idée complètement saugrenue, partir d'une forme bizarroïde, qu'on va dériver dans un sens, dériver dans l'autre, et ça va faire un pont qui va nous permettre donc de créer un équivalent entre l'un et l'autre, donc démontrer le théorème. Mais si on part de l'un, on n'a aucune chance d'arriver là, si on part de l'autre, on n'a aucune chance d'arriver là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune construction rationnelle qui permet de démontrer ce théorème. Par contre, une fois qu'il est démontré, rationnellement, on constate qu'il est juste, mais on ne pouvait pas le trouver d'une manière rationnelle. Et c'est là où justement l'intelligence rationnelle n'est pas créative. On rejoint ce que disait Krishnamurti, du connu, on ne va jamais que vers le connu. Si on veut découvrir quelque chose de nouveau, on est obligé d'utiliser cette intelligence animale. C'est la seule qui soit véritablement créative. D'ailleurs, les vrais grands génies, les De Vinci, les Newton, etc., c'est toujours des gens qui ont eu une idée donc, créative grâce à cette intelligence animale et qui ensuite l'ont transcodée en quelque chose de rationnel, un peu à la manière donc, du discours de la méthode de Descartes, dans laquelle la première partie
est totalement irrationnel. Il faut d'abord avoir des idées, et ensuite la deuxième partie, d'une manière très rigoureuse, on les vérifie. Et la plupart des scientifiques ne s'intéressent qu'à la deuxième partie, oublient cette partie irrationnelle qui pourtant est celle qui crée le... Et donc, c'est Cro-Magnon entre eux, donc entre autres cette association dans laquelle j'ai été, on constate que s'ils sont surdoués, l'association globalement a un comportement totalement absurde, mais vraiment absurde, alors que quand on met ensemble des Néandertals, on a tout de suite un esprit de corps, un esprit de groupe qui se met en place. Et c'est là qu'apparaît par moments, c'est ce que j'appelle les NIC, noyaux d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'à un moment, généralement de manière totalement inattendue, il y a une espèce de méta-intelligence qui se développe. Et alors souvent, c'est par rapport à des sujets mais totalement anodins. Je vous donne un exemple tout simple. J'étais donc avec 3-4 personnes de cette association. Puis à un moment, le stylo que j'avais posé sur la table se met à rouler. Donc il se met à rouler parce que la table était en pente. Donc je l'arrête. Et puis il ne se remet pas à rouler. Et ça m'a intrigué parce que soit il y a une pente, et donc il va se remettre à rouler, soit il y a... Bref. Et on a passé un quart d'heure, tous les 5, à focaliser notre attention sur ce stylo qui roule ou qui ne roule pas, essayer de voir si on bouge un peu la table, si on le frotte un peu plus. Mais le truc qui sert à rien, quoi, qui sert absolument à rien. Et là, on rejoint vraiment cette curiosité de Néandertal. Et on était tous unis à chercher à comprendre. C'était pas un qui dirigeait, un qui... il y avait vraiment une notion d'osmose de groupe. Et puis, ben, au bout d'un quart d'heure, on a compris ce qu'on voulait comprendre. On est passé à autre chose, le stylo, on l'a complètement oublié. Hein. Et voilà, et ça, c'est ce que j'appelle les NIC, hein, les noyaux d'intelligence collective. Des fois, pour un truc souvent totalement anodin, il y a quelque chose qui se met en place. Et ça, je l'ai observé suffisamment souvent pour être sûr que ça doit pouvoir se produire délibérément. Pas seulement au petit bonheur, comme avec l'histoire du stylo. Et donc, on en arrive à la partie 3, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut fabriquer ces noyaux d'intelligence collective? Comment est-ce qu'on peut les produire? Parce que si ça se produit au hasard, il y a peu de chances que ça se produise au moment où on en a le plus besoin. Donc comment est-ce qu'on peut les générer d'une manière un peu volontaire, quoi. Donc la première chose, il y a un certain nombre de prérequis. La première chose, c'est l'écoute. L'écoute est quelque chose d'absolument fondamental. Et je ne parle pas d'entendre un mot et rebondir sur une autre idée qui utilise le même mot. Je parle d'une véritable écoute, c'est-à-dire non pas entendre les mots, mais entendre l'idée de la personne, vraiment se connecter, on est plus proche de l'empathie qu'autre chose quelque part. Cette écoute vraiment fondamentale. Et cette écoute, d'ailleurs, on ne peut pas écouter l'autre si on ne sait pas non plus s'écouter soi-même. Il y a des gens qui parfois répètent 20 fois la même chose parce qu'ils ne sont même pas capables d'entendre ce qu'ils disent eux-mêmes. Donc cette écoute, elle commence aussi par soi-même et elle s'étend à l'autre. Et c'est vraiment essayer de comprendre l'idée sans la comparer à quelque chose qu'on connaît, vraiment de rentrer dans cette écoute fondamentale. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, mais après il y a un point qui est important, c'est ce que j'ai appelé l'oubli de soi. C'est-à-dire que quand on s'intéressait à ce stylo, plus personne ne pensait à sa petite personne. On était tous 100% focalisés sur le stylo, il n'y avait aucun intérêt en jeu, c'est-à-dire que ça ne changeait pas nos vies, je veux dire, il n'y avait rien qui impactait ça. Et du coup, ça permet d'être entièrement investi dans le sujet de réflexion. Alors, aucun intérêt perso, je prends un exemple très simple. Il y a quelques années, j'avais participé donc, au Téléthon, on a organisé des actions, etc. Et à un moment, l'animateur, on devait être environ 170 dans le groupe, et à un moment, l'animateur pose la question de ceux qui avaient un lien avec donc, la myopathie, puisque le Téléthon était orienté myopathie, recherche génétique, etc. Et on a quasiment toute la salle qui a levé la main. Donc il a eu la bonne idée de poser l'autre question, qui n'a pas de lien direct. Un lien direct, c'est un ami proche, c'est un parent ou un enfant, c'est des choses comme ça. Donc qui n'a pas de lien direct, et en fait on était deux. On était deux. C'est-à-dire que tous les autres, en fait, ils étaient investis dedans, mais pour quelque chose de purement égotique. Je veux sauver mon fils, ce qui est très noble, mais qui reste, moi quand même, c'est quelque chose d'égotique. On n'est pas dans un oubli de soi. Donc ça veut dire que si on mettait en place un noyau d'intelligence collective dans ce groupe-là, on n'était que deux, de toute façon à pouvoir y aller, en supposant que nous deux on était là. Tous les autres, comme ils avaient un intérêt strictement personnel dedans, de toute façon ils ne pouvaient pas avoir suffisamment de recul
pour participer à un NIC. Donc ça, c'est un élément qui est aussi très important, qui est quand même assez rare. Après, la notion de trouble émotionnel. Alors, j'ai mis ça pour être générique, mais je prends un exemple très simple. Imaginons une personne qui est angoissée. Il y en a qui sont angoissés. Ils aimeraient bien s'en passer, d'ailleurs, hein, ils ne le font pas exprès, mais si on a une personne qui est angoissée, qui rentre dans un groupe de ce fonctionnement-là, c'est vraiment une empathie très forte où chacun tire le groupe et globalement, ça le fait avancer. Donc si on a une personne qui est angoissée, elle va tirer le groupe toujours vers des solutions de type protectionniste. Parce que quand on est angoissé, on a peur, donc on cherche à protéger. Et ça signifie que le groupe aurait pu partir dans des centaines de voies possibles, et en fait il va partir dans une seule voie. Donc ça l'empêche justement cette approche globale. Donc une personne qui est angoissée, d'entrée de jeu, ne peut pas faire partie d'un LMC. Et donc on voit au fur et à mesure que c'est pas facile d'avoir des gens qui peuvent en faire partie, ça devient quelque chose d'assez difficile. Rester centré sur l'objectif, parce que les humains ont très facilement tendance à se déconcentrer, que ce soit des associations d'idées, que ce soit l'estomac qui rouspète, que ce soit la chaise qui n'est pas confortable. C'est très facile de partir et on a beaucoup de mal à rester focalisé sur l'objectif. Si on n'arrive pas à rester focalisé dessus, c'est pareil, le groupe il part. Donc c'est aussi une contrainte forte. Après, dans le fonctionnement, ni rigoureux, ni chaotique. Parce que, alors j'ai un ami qui est franc-maçon, donc il m'a raconté un peu comment se passaient les loges chez les francs-maçons, où c'est des gens qui sont brillants la plupart du temps, mais ils ont un protocole qui est extrêmement strict. On parle comme si machin, on prend la parole comme ça. C'est vraiment réglé comme une horloge. Et là-dedans, il n'y a aucune spontanéité possible. Or, dans l'approche globale, il doit y avoir un ressenti, donc la spontanéité est importante. Donc quelque chose qui est trop rigoureux, ça ne marche pas. Par contre, si on est complètement chaotique, on part dans tous les sens, c'est un peu la mouche dans la pièce, et qui finira jamais nulle part, donc si c'est trop chaotique, ça ne va pas non plus. Donc il faut trouver un compromis, une espèce d'équilibre entre les deux, sans être trop rigoureux, sans être trop peu non plus, avec une forme d'autodiscipline, mais quand même de spontanéité, donc il y a un équilibre extrêmement difficile à trouver entre les deux. Ça se trouve, je pense, avec le temps, mais c'est quand même pas évident non plus. Exclusion des perturbations. Alors j'ai écrit ça parce que j'ai choisi d'être poli. Le titre initial, c'était exclusion des éléments perturbateurs. Je pensais à personne en particulier, mais ce qui se passe dans ce genre de groupe, c'est qu'on a des gens qui sont extrêmement sensibles. Hein. Comme je disais, une empathie qui est très 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 développée. Si vous prenez, et ça j'ai déjà observé dans cet assaut, vous prenez une dizaine de personnes qui sont tous très motivés, qui sont tous investis, qui sont tous dans l'oubli de soi, qui sont à fond là-dedans, et en plus de cette dizaine de personnes, vous en rajoutez un qui est vraiment ce que j'ai appelé le fouteur de merde, c'est-à-dire qui a peut-être une agressivité, ou qui veut tout contrôler, ou etc. Et cette personne, elle émane une telle énergie que finalement les 10 autres vont partir. Ils ne vont même pas se fédérer en disant arrête, tu nous embêtes, ils vont partir. C'est des gens qui ne sont pas du tout combatifs. On ne peut pas être à la fois combatif, où il faut résister à l'agression, et dans l'empathie totale. On ne peut pas être dans les deux en même temps. Donc c'est des gens qui, par rapport à ce genre de choses, vont partir. Donc il suffit qu'il y ait un élément perturbateur dans un groupe de 10-15 personnes, le groupe il est foutu. Donc ça c'est aussi une contrainte qui est assez forte, et qui veut donc dire qu'il doit y avoir plus ou moins un superviseur qui voit dès qu'il y a un élément qui est perturbateur et qui lui demande de sortir du groupe parce que ça empêche le groupe d'avancer. Donc ça peut être très mal vécu puisqu'on est contraire à des notions de démocratie. Tout le monde ne peut pas être apte à un noyau d'intelligence collective, c'est quelque chose qui est quand même assez pointu. Et en plus, donc, si on s'intéresse à la société, il y a la notion donc, de multidisciplinarité, c'est-à-dire que si on... Là, on est en train d'essayer de mettre en place ça pour la Tunisie. La Tunisie qui est un pays en pleine reconstruction avec un certain nombre de difficultés. Et alors, ça ne va pas se faire en une semaine, hein, c'est des choses, ça s'étale sur des années et peut-être des décennies. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre ça en place. Mais alors, un pays, ça veut dire qu'il faut des gens qui soient compétents en psychologie, puisqu'il faut comprendre l'individu, compétents en sociologie. Il faut une personne qui s'y connaisse en politicologie, puisqu'il y a des tas d'interactions. Je ne parle pas d'un politicien, hein, mais il faut des personnes qui s'y connaissent en finance. Il faut des personnes qui s'y connaissent au niveau scientifique, informatique, etc. Il faut au moins une dizaine, une quinzaine de disciplines assez pointues et qu'on mette tous ces gens ensemble si on veut commencer à avoir des chances d'avoir des idées pertinentes.
Donc cette multidisciplinarité, donc complémentarité, est très très importante si on veut avancer. Parce que si on met que des informaticiens, ils sont très bons en informatique, mais c'est pas eux qui trouveront un problème, une solution à un problème écologique, par exemple, forcément. Ils n'ont pas toute la compétence. Voilà. Donc, si on a tout ça, donc ces conditions nécessaires n'est pas suffisantes, mais on a vraiment les plus importantes qui sont là. Si on a tout ça, alors on a des chances d'avoir un groupe qui fonctionne en intelligence collective, c'est-à-dire qui est capable de produire des intelligences qui sont sans commune mesure avec ce schéma-là. C'est-à-dire qu'en fait, la personne ne parle uniquement que quand il y a vraiment un truc à dire, c'est-à-dire si les autres savent déjà, il ne le dit pas, si ça apporte rien au débat, il ne le dit pas, donc il y a vraiment toujours un centré sur l'objectif. Et ça fait qu'à chaque fois qu'on rajoute une personne, on rajoute plus ou moins une intelligence. Donc, d'une manière un peu schématique, c'est comme si à chaque fois on augmentait comme ça. On augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Et donc, quand on arrive à 20 personnes, on arrive à là-haut, 5-6 mètres plus haut. Donc ça n'a plus rien à voir avec cette courbe-là. Alors on a bien sûr des limitations, parce qu'au-delà de 30 personnes, on ne peut plus écouter tout le monde, ou alors il faut des techniques, des audiophones, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça montre que quand on est là-dedans, on n'a plus du tout cette limitation. Alors c'est sans doute un petit peu incurvé quand même, mais c'est vraiment plusieurs mètres de haut. Ça n'a rien à voir avec cette courbe-là. Et donc, accompagner et suivi. Le fait est qu'un tel groupe, comme c'est des gens qui sont sensibles, un tel groupe a un côté fragile. Donc, pour reprendre le terme de noyau, un noyau n'est rien s'il n'y a pas un manteau autour. C'est-à-dire s'il y a des gens qui protègent, s'il y a des gens qui organisent, s'il y a des gens qui propagent. C'est pour ça que je pensais à la fédération en particulier, c'est-à-dire que si un tel groupe propose des super idées, ces gens-là, comme je disais, ils ne sont pas du tout combatifs. Parce que dès qu'en face on leur dit « Oh, ça ne m'intéresse pas », d'accord, ça ne vous intéresse pas. Et ils n'insisteront pas. Ce n'est pas des gens qui sont combatifs, puisque justement, ils ont cette empathie qui est très très forte. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont des idées, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui aillent porter ces idées, et non pas eux. Donc, on a besoin de tout un environnement, de leur trouver un endroit, qui est par exemple des gens des rédacteurs, par exemple. Parce que quand on est là-dedans, écouter 15-20 personnes, c'est une concentration phénoménale. On ne peut pas en plus prendre des notes. On est tellement dedans. Donc ça veut dire qu'il faut des gens à côté pour aider, par exemple, ce qu'on appelle les rédacteurs, etc. Donc ces groupes-là ont besoin de tout, vraiment d'un manteau autour. Et genre, pour un groupe de 10 personnes, je pense qu'il faut un manteau qui fasse facilement 25 personnes. Qui sont donc très importantes, même s'ils ne sont pas dans le noyau, qui participent à cette intelligence collective. Et sinon, donc un petit dernier mot juste pour la société actuelle. Justement, ce que j'ai appelé Néandertal, dans mon, entre guillemets, abus de langage, ces gens, c'est la plupart du temps les premiers à tomber quand il y a des problèmes dans les sociétés. Pourquoi? Parce que c'est les plus investis. Justement, ils s'oublient au profit de la société, donc ça va être de loin les plus fatigués. Dès qu'il y a de l'agressivité, comme ils sont hypersensibles, ils prennent tout dans la tronche. Donc, la plupart du temps, les Néandertals, c'est les premiers à tomber dans les burn-out. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils l'ont tous fait, mais c'est vraiment les éléments les plus fragiles par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont fait un burn-out sont forcément des Néandertals, mais on doit avoir une très forte proportion de Néandertals dans ces gens qui se sont effondrés suite à l'agression de ces sociétés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société dans son ensemble, qui est en train de se presser la gueule, disons les choses sans veto, cette société, on a sans doute des chances de lui trouver des solutions grâce au noyau d'intelligence collective. Or, c'est justement les gens qui pourraient fabriquer ces noyaux d'intelligence collective qui sont les premières victimes de cette société. Comme si la société est en train de détruire la seule chose qui pouvait encore la sauver. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il y a vraiment urgence à travailler dans ce sens. Alors nous, on espère vraiment qu'avec la Tunisie, ça va donner de bons résultats. Alors on essaye d'un côté en France pour travailler justement sur ces NIC, parce que pour le moment, ça n'existe quasiment pas, aucun psychologue s'est vraiment intéressé à ça. Et donc en parallèle en Tunisie, mais des pays qui ont besoin de se reconstruire, l'Espagne, la Grèce, la France, on fait les marioles, mais on est à 2 pas de la gamelle aussi, etc. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui peuvent se prétendre à l'abri. Donc je pense qu'on a peut-être une chance avec ça de vraiment sortir l'humanité d'un très mauvais pas dans lequel elle est pour le moment engagée. Voilà. Donc ce sera ma conclusion sur cette conférence.